yu may mbaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaati politicien bu bandu la sañ a attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour. Un sujet qui fait aussi actualité. Il s'agit de la femme dans l'espace médiatique avec comme invité ce dimanche Fatoumata Bernadette Sonko. C'est un plaisir, Madame Sonko, de vous accueillir à Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour, Baye Omar, et merci beaucoup pour cette invitation. Le plaisir est partagé. Alors, Fatoumata Bernadette Sonko, vous êtes enseignante-chercheur au CESTI, le Centre d'études des sciences et techniques de l'information, également chargée de cours à l'UQAC. L'UQAC, c'est Université de Québec à Chicoutimi. Alors, vous êtes aussi auteur de l'ouvrage, je cite le dernier, intitulé « Femmes sous silence au Sénégal, une fabrique du patriarcat ». Alors dites-nous, Bernadette Fatoumata Sonko, qu'est-ce qui motive cet intérêt pour ce sujet? L'intérêt, il est immense pour travailler sur un sujet pareil. Déjà, pour commencer, j'ai hérité du cours médias et genre au CESTI, à la retraite de Madame Feu Eugénie Ao, à qui je rends hommage, oui, qui a été la marraine de la dernière promotion d'ailleurs, qui est sortie le 16 mai. Donc, en faisant des recherches sur les femmes dans les médias, parce qu'au début, j'ai commencé à travailler sur les femmes de médias, donc les journalistes, les professionnels. Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me limiter aux femmes de médias. Il fallait élargir mon champ de recherche. Le spectre, oui. C'est ça. Et en élargissant, je me suis rendu compte que c'est un sujet transversal qui touche toute la société. Donc, je ne pouvais pas me limiter seulement aux femmes de médias, mais il fallait voir aussi les femmes dans les médias. Et au-delà des médias, quelle est la place des femmes dans notre société? Alors, quels en sont finalement les mécanismes, je veux parler des facteurs explicatifs de cette réticence médiatique? Il y a plusieurs facteurs. Moi, j'en ai évoqué quelques-uns, mais c'est juste pour vous dire que c'est un long processus. Donc, qui date, je dirais même, de la colonisation. Donc, il y a eu un processus d'ostracisation des femmes qui fait que de telle sorte que, à un certain moment, les femmes qui étaient confinées dans l'espace privé sont restées dans l'espace privé et n'ont pas voulu sortir de l'espace privé. Donc, il y a aussi la socialisation différenciée, c'est-à-dire l'éducation que nous recevons quand nous naissons comme filles ou quand nous naissons comme garçons dans la société sénégalaise. Ce que le professeur Fogo Rambodj appelait la stratification par le sexe. Donc lui, il a expliqué par exemple par le massage des jeunes filles et des jeunes garçons et le sevrage des filles et des garçons en société Wolof. Et on arrive au résultat que par exemple, le conditionnement qui est fait à notre naissance, déjà dès la naissance sociale, ça veut dire le jour du baptême, nous détermine en tant que filles et garçons, détermine notre parcours en tant que filles et garçons dans la société sénégalaise et plus tard en tant qu'hommes et femmes. Et ça, c'est très très important parce que la façon dont on nous prépare donc, fabrique des attentes envers chaque sexe dans la société. Donc pour les filles, on les encourage, on nous éduque à réussir notre, comment on appelle ça, notre œuvre conjugale. Alors que pour les garçons, on les prépare, la société, la famille les prépare à réussir professionnellement. Donc ce parcours a pour conséquence, à l'âge adulte, les filles n'arrivent pas à imposer leur leadership, à être des leaders, parce qu'elles sont coincées entre les rigueurs familiales, parce que c'est quoi? Œuvrer pour sa réussite conjugale. Donc déjà au baptême, l'imam quand il prie, il va dire « Ñing lay ñaanal ba ñu muur la nga sëy ».
Donc, alors que déjà, donc, tu n'es destiné qu'à te marier dans la vie. Donc ça déjà, c'est problématique. C'est culturel aussi. C'est culturel, bien sûr. Le mariage, vous savez, le mariage donne un statut social. Au Sénégal, et encore la place de la femme est déterminée, et comment on appelle ça, est déterminée dans le mariage. Oui. Mais ce n'est pas la seule fin. Donc, si vous faites des recherches sur les sociétés négro-africaines, telles que définies par Cheikh Anta Diop, vous allez voir que le mariage n'était pas une fin en soi. Ça, c'est les religions, que ce soit l'islam, bon, la colonisation, un peu avec l'évangélisation, qui ont donné au mariage cette grande valeur. Mais déjà, même en n'étant pas marié dans la société négro-africaine, ça ne déterminait pas notre statut. C'est une obligation sociale. Qui a été fabriquée. Oui, et religieuse aussi. Oui, qui a été fabriquée par les religions et la colonisation. Et la colonisation, dites-vous, apparemment, comme qui dirait, une sorte de domination à la naissance, qui a suivi aussi un fait colonial de ce point de vue. Moi, je dirais il y a les deux. Déjà, quand les colons sont arrivés dans des sociétés sénégambiennes, par exemple, dans nos sociétés, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils avaient ce qu'on appelle un regard spéculaire. Ils regardaient les statuts des femmes de leur propre société qui étaient considérées comme des mineurs, qui n'avaient aucun droit, qui étaient dépendantes de leur père, de leur mari, de leur fils, de leur frère, etc. Alors qu'ici, dans la société négro-africaine, telle que définie par le professeur Cheikh Anta Diop, les femmes participaient dans la communauté, sur le plan religieux, sur le plan social, sur le plan politique, etc. Et il y avait un équilibre, une harmonie dans le ménage, dans le couple. Il n'y avait pas une hiérarchie de l'homme sur la femme. Comment cette domination s'est-elle opérée dans l'espace médiatique aussi? Mais l'espace médiatique, ce n'est que le reflet de la configuration sociale. Cette domination est l'héritage de la colonisation. Vous savez, durant la colonisation, il y avait un processus d'ostracisation des femmes. Donc, que les autorités sénégalaises ont perpétué à partir de 1960. Ils ont juste ajouté un peu de cani, du citron et du ginger pour l'édulcorer à la sauce locale. Mais ils ont perpétué cette infériorisation des femmes héritées de la colonisation. Donc c'est ce qui aboutit dans la presse, dans les médias, à cette configuration sociale d'infériorisation des femmes, en les marginalisant dans les contenus. Alors, dans l'ouvrage, vous avez justement construit vos recherches dans les différents médias. Quand je parle de variété de médias, je fais allusion à la presse donc audiovisuelle, mais également la presse écrite. Vous n'avez pas non plus occulté les réseaux sociaux. Donc, il y a la télévision. Alors, comment justement cette recherche s'est opérée dans ces différents canaux? Disons tout simplement les médias dits traditionnels et les nouveaux médias, par exemple. Mais parce que quand on parle de la presse, moi je me suis limitée à ce qu'on appelle les médias classiques. Traditionnels, oui. Et ce qu'on appelle les nouveaux médias. Mais pour les nouveaux médias, je n'ai pas fait une étude exhaustive. Je me suis vraiment concentrée sur la presse écrite, la radio et la télévision. Déjà avec la presse écrite, on peut dire que c'est un classe média. Ça veut dire qu'il faut savoir lire en français, il faut avoir un certain niveau, et déjà pour pouvoir s'approprier ce médium. Et les femmes qui travaillent dans la presse écrite connaissent beaucoup de contraintes, ne serait-ce que des contraintes horaires, ne serait-ce que aussi dans certains genres qu'on appelle nobles, il n'y a pratiquement pas de femmes qui signent des chroniques, des éditos, etc. Mais en même temps, même les signatures, ça pose problème. Si vous regardez beaucoup la presse quotidienne, il n'y a pas beaucoup de signatures féminines. Et parfois, il y a des articles sans signature. Donc, je ne sais pas si c'est des articles C'est le constat. C'est le constat que j'ai fait en menant une étude, que ce soit sur Sud Quotidien, Le Soleil, L'Enquête, Le Quotidien, parce que je me suis appesantie sur les principaux journaux quotidiens de notre pays. Et j'ai remarqué qu'il y a des rubriques... Sud Quotidien,
Walf quotidien, le quotidien, l'enquête, etc. Entre autres. Entre autres, c'est ça. Je crois que c'est les principaux sur lesquels je me suis vraiment appesantie. Et là, j'ai remarqué que il y a des rubriques, hein, si vous voulez, la répartition même des rubriques, c'est comme si on avait des rubriques féminines et des rubriques masculines. Donc, si vous regardez bien la politique, le sport, l'économie, vous verrez très peu de femmes. Ok. Si vous regardez par exemple tout ce qui est culture, santé, etc., ou des rubriques, je dirais un peu faits divers aussi, il y a beaucoup de femmes. Donc je m'expliquais pas cette répartition, et quand j'en ai parlé aux différents responsables des médias, en fait, ils n'ont pas trouvé d'explication, ils m'ont juste dit que c'est une question de compétence. Donc, mais ça déchire leur argument. Parce que quand j'ai fait l'entretien avec les journalistes, les journalistes, les principales concernés, ils me disaient que c'est le rédacteur en chef, par exemple, qui faisait la répartition. Donc, qui envoyait les femmes dans des domaines réputés féminins, comme la santé, domaines réputés féminins aussi, comme la culture. Par exemple, dans le, comment on appelle, landerneau sportif, il y a de plus en plus de femmes, mais vous allez voir, comme dans le foot, les femmes n'ont pas le rôle de titulaire pour la plupart du temps. Mais nous, par exemple, on a une femme dans justement le desk sportif, Odile Mirkilan, par exemple. Vous avez les Domtouf à la RTS, vous les constatez également sur le terrain sportif. Bien sûr que je les constate, et c'est des voix qui émergent. Et c'est très bien parce qu'elles sont en train de bousculer un bastion. À la TFM aussi, de plus en plus quand même. Oui, il y a un intérêt. Il y a un intérêt parce que c'est aussi marketing. Hein. Je ne dis pas on se rend compte qu'elles sont très bien, qu'elles font un très bon travail, mais en même temps, les médias ne sont pas dupes. Hein. Ils prennent le train en marche. C'est une façon aussi de montrer qu'ils sont vraiment in. Oui, c'est pour ça qu'il y a un argument marketing. Oui, ne faudrait-il pas alors relativiser? Bien sûr que je relative, hein, je ne dis pas que c'est totalement, mais si vous regardez la proportion, par exemple, de journalistes en sport, vous allez voir que les femmes, on n'occupe que la portion congrue. Et qu'est-ce qu'on leur donne, hein? Les reportages des grands matchs, la plupart du temps, elles ne sont pas présentes. Elles sont reléguées en seconde zone, là, ça on est d'accord. Il y a des fois... En nombre, oui. En nombre aussi, mais aussi quand il s'agit de couvrir les grands événements sportifs, et les femmes ne sont pas présentes quand même. Et pendant très longtemps, je ne sais pas si c'est le cas encore, avant que l'équipe du Sénégal de football ne prenne la Coupe d'Afrique, on interdisait l'accès de vestiaire aux femmes. Oui, il y a des femmes reporters journalistes qui m'ont dit ça en sport, parce qu'on disait que les femmes briseraient les sortilèges. Donc heureusement que notre pays a pu prendre la coupe, mais pendant je sais pas plus de 50 ans, l'équipe n'a jamais pris la coupe et les femmes n'accédaient pas au vestiaire. Donc ça veut dire que ça n'a aucun fondement. C'est des stéréotypes. C'est des stéréotypes comme ça. Et il y en a dans la lutte aussi pendant très longtemps, on interdisait l'accès aux lutteurs à l'arène, aux femmes sous le même prétexte qu'elles briseraient des sortilèges. Oui, mais justement, le constat, il est fait de la sous-représentation quand même des femmes dans l'espace médiatique. Mais le silence particulièrement, est dû à quoi? Ben ça, je dirais, il y a plusieurs facteurs aussi, parce que il y a déjà les pesanteurs culturelles. Ok, il y a les interprétations conservatrices de certains versets du Coran. Il y a également le fait que comme je l'ai évoqué tantôt, la socialisation différenciée, l'éducation que nous recevrons. Quelle éducation reçoivent les filles dans ce pays? La plupart du temps, elles sont confinées dans l'espace privé. Elles sont confinées dans l'espace privé. On leur demande d'avoir la langue courte. On leur demande d'avoir des pas courts. On leur demande de baisser les yeux pour ne même pas questionner leur subordination. Comment, dans ce contexte, vous voulez que ces femmes, à l'âge adulte, puissent s'approprier un leadership, puissent incarner un leadership et s'exprimer avec autant d'aisance dans les médias? C'est problématique. La raison pour laquelle vous vous rendez compte que c'est les mêmes femmes qui interviennent dans les médias. Et toutes ces femmes, si on regarde de plus près, elles ont un statut social.
elles sont peut-être universitaires, elles sont peut-être femmes politiques, elles sont... Là, quand vous parlez de femmes, vous ne vous arrêtez pas seulement aux femmes journalistes, mais là, le silence aussi touche également toutes les autres catégories socio-professionnelles. Bien sûr. Déjà, c'est très difficile. Demandez à vos journalistes de faire venir des femmes expertes sur les plateaux. Souvent, c'est pas aisé. C'est pas aisé parce qu'il y a beaucoup de contraintes. D'après les résultats de notre enquête, des femmes vont vous dire je vais demander l'autorisation de mon mari d'abord, je vais demander l'autorisation de mon marabout ou de mon guide religieux, c'est à quelle heure l'émission, si c'est à 1h ou à X heure, elles ne vont pas se déplacer. Il y a aussi la distance. Des femmes vont vous dire ah, moi j'habite à Thiès par exemple, je ne peux pas me déplacer pour venir juste à Dakar pour faire une émission à telle heure. Il y a également quel aspect, qui sont les invités, qu'est-ce que je vais dire. Est-ce que, par exemple, le sujet évoqué, c'est mon domaine? Les femmes sont très prudentes parce qu'on a été éduquées à être prudentes, à ne s'exprimer que sur les sujets qu'elles maîtrisent. Parfois, elles maîtrisent même ces sujets. Mais il y a tellement de contraintes, tellement de pesanteur parce qu'on ne leur pardonne rien dans cette société. On ne leur pardonne aucune erreur. Un homme, il peut raconter sa vie toute la journée sur tous les plateaux de télévision, ça va passer inaperçu. Est-ce que ce n'est pas réducteur, ce que vous dites? Non, ce n'est pas réducteur, c'est des constats. C'est des constats. On invite des hommes politiques sur les plateaux. Donc, de plateau à plateau, ils racontent beaucoup de choses qu'on peut vérifier automatiquement, mais on leur redonne la parole. Une femme qui fait une erreur, c'est problématique. Il y aura une levée de bois mort. Juste une erreur. Donc, ça aussi, c'est pas motivant. Et en plus, quand on invite les femmes sur les plateaux, on ne les invite pas pour leur expertise. Il y aura toujours 2 questions qui vont se glisser pour leur demander si elles aiment le nemali, si elles mettent du tchouraï, si elles aimeraient avoir une coépouse, si elles n'en ont pas déjà une, si elles n'aimeraient pas une troisième, etc. Mais c'est des questions qu'on ne pose jamais aux hommes. Les hommes, quand on leur pose des questions, c'est par rapport à leur expertise ou par rapport au sujet du débat. Mais les femmes, il y a toujours des questions qui glissent sur leur vie privée. Ça aussi, c'est problématique. Et bien justement, malgré tous ces constats et toutes ces contraintes, les femmes quand même résistent par rapport justement à une telle situation. Ça aussi, c'est ressorti dans l'ouvrage. Bien sûr qu'elles résistent. Il y a des femmes qui sont réticentes, qui ne vont pas prendre la parole, qui vont vous dire je n'aime pas être entendue, je n'aimerais pas être vue, etc. Mais il y a aussi des femmes qui résistent pour prendre la parole dans les médias. J'en suis un exemple. Je suis venue vous voir aujourd'hui pour parler de mon livre. Et vous l'enseignez. En plus, je l'enseigne. Oui. Mais aussi, avant moi, il y a d'autres femmes. Et après moi, il y en a d'autres. Ah oui, dans l'espace médiatique, c'est justement l'occasion de leur rendre un grand hommage. Toutes ces femmes qui émergent, et nos sœurs également, dans les différentes rédactions, justement, qui font un excellent boulot. Il y a beaucoup de femmes dans les rédactions, mais on ne doit pas aussi occulter l'aspect d'une féminisation par le bas. Okay. Il y a beaucoup de femmes, mais si vous regardez bien, vous creusez, vous allez voir qu'il y a une sorte de féminisation au bas. Une féminisation par le bas, excusez-moi. Oui, mais... Parce qu'à un niveau basique, il y a beaucoup de femmes, mais plus vous montez dans la hiérarchie, dans la gestion, moins vous voyez des femmes. Et pendant très longtemps, tous les groupes de presse ont été gérés ou sont gérés par des hommes, la majorité en tout cas. Quand je dis groupe de presse, je parle par exemple d'une radio, d'un quotidien ou d'un hebdomadaire, d'une télévision, etc. Et il n'y a pratiquement pas de femmes. C'est dû à quoi? Ben, moi, je crois que c'est dû à l'héritage aussi, dans notre héritage, à la façon dont on nous éduque. Okay? Parce que les hommes aiment plus nommer des hommes à des postes. Hein? Parce que peut-être qu'ils pensent que les hommes ont plus... il y a plus de charges qui pèsent sur leurs épaules, comme le stipule bien le code de la famille. Hein? Alors qu'on sait qu'aussi, il y a beaucoup de charges qui pèsent, de charges sociales, d'obligations qui pèsent sur les épaules des femmes. Mais on occulte ça dans notre société parce que nous sommes dans une société patriarcale qui donne beaucoup de poids aux hommes. Okay. Mais comment vous avez analysé le processus? De plus en plus quand même, il y a des femmes qui émergent, qui sortent du lot et qui justement occupent des postes importants aussi dans les rédactions, que ce soit dans les directions entre autres.
Même si Les c'est femmes encore ont toujours- faible, hein, oui. C'est très faible d'ailleurs. Les femmes ont toujours émergé. Ça n'a pas commencé aujourd'hui là. C'est qu'on commence à voir les résultats parce Oui. qu'il y a plus de visibilité. On est dans une société de visibilité absolue. OK? Mais en même temps, moi ce que je veux dire, hein, les femmes que vous citez, c'est des femmes d'habitude, comme je vous l'ai dit, c'est des femmes qui ont un certain statut. Les femmes lambda ordinaires gardent toujours leur place. Et quand on parle d'émergence, comme vous le dites, l'émergence doit toucher toutes les femmes. C'est pas seulement celles qui parlent au nom des autres femmes. Je veux dire, toutes les femmes doivent avoir leur place dans notre société. C'est pas démocratisé. Non. En ce qui concerne les femmes, c'est pas. Je me méfie de la démocratie, mais en ce qui concerne les femmes, c'est pas démocratique du tout. On dirait même qu'on est dans une dictature en ce qui concerne les À ce femmes. point? Oui, parce que les femmes sont vraiment marginalisées. Et c'est pas parce qu'on a quelques femmes visibles que forcément le sort des femmes s'est amélioré dans notre pays. C'est tout à fait le contraire. Et vous avez expliqué les causes aussi bien lointaines que récentes. Et de ce point de vue, le constat est le même. Le rythme est encore lent pour vous. Bien sûr. Si vous êtes dans une société patriarcale, le rythme sera forcément lent parce qu'on ne prend pas en compte le rôle des femmes. On ne se préoccupe pas de la vie des femmes au quotidien. Constatons également, Madame Fatoumata Bernadette Sonko, enseignante-chercheur au CESTI, auteur de l'ouvrage, je vous le rappelle, Femmes sous silence au Sénégal, une fabrique du patriarcat. Alors, oui, les femmes écrivent tout de même l'actualité. Ça également, c'est un constat dans l'ouvrage. Bien sûr. En fait, ce travail, ce qu'il montre, il ne montre pas l'inexistence des femmes dans les médias. Oui. Mais qu'est-ce qu'il montre? Il montre, si je peux dire, l'absence. Et l'absence, c'est une forme de censure. Donc, si je dis l'actualité s'écrit Oui, par les sans femmes. les femmes, par les femmes, bien sûr, Oui, il y a des femmes par les femmes journalistes, aussi. il y a de très Oui. belles plumes féminines. Hein. Oui. Ça, on n'en disconvient pas. Mais quand je dis l'actualité s'écrit sans les femmes, ça veut dire si vous regardez les contenus médiatiques que moi j'ai étudiés, parce que c'est un travail, c'est une enquête que j'ai menée pendant presque 6 ans. Ouais. Mais ça prend du temps, parce que la recherche aussi, ça prend du temps. C'est ça. C'est difficile dans le contexte sénégalais, ne serait-ce que pour avoir accès aux sources, pour avoir les autorisations, pour que les journalistes qui ont l'habitude de parler vous parlent de leurs conditions ou de leur vie. Directement. Oui, c'est très très difficile. C'est une société vraiment de silence. Hein. Et je peux vous dire, quand je dis que l'actualité s'écrit sans les femmes, c'est quand je dis les contenus. Les contenus médiatiques, les femmes ne sont pas présentes. Elles sont vraiment absentes. On ne leur donne pas souvent la parole. Et quand on leur donne la parole, je vous l'ai dit tantôt, allez voir dans la rubrique faits divers, les femmes vont s'exprimer, mais on va les prendre sous l'aune de la victimisation. Elles ne sont pas que des victimes, les femmes. Elles sont C'est aussi clair. actrices. Elles sont des piliers dans ce pays. Donc, on marginalise, on ne prend pas en compte le rôle des femmes. Et quand on ne prend pas en compte le rôle des femmes, on les invisibilise. Mais ça, c'est la presse écrite. Qu'en est-il de la radio? Vous dites silence radio totalement des femmes sur les hommes. Oui, en quoi? Expliquez-nous. Ben, il y a un silence radio des femmes. Moi, j'ai travaillé sur les émissions interactives hein, Oui. où les auditeurs appellent pour prendre la parole et donner leur avis. Déjà, la structuration de ces émissions pose problème Ah oui? parce que la plupart des sujets portent sur la politique et le sport. Le football ou la lutte et la politique. Déjà, c'est des domaines où les femmes ne s'expriment pas souvent. Par exemple, si je prends l'exemple du football, les rares femmes qui appellent quand il y a des compétitions, c'est pour formuler des prières à l'encontre des joueurs ou pour que le Sénégal puisse avoir une victoire. C'est formidable. Mais on ne les entend pas souvent dans des émissions d'actualité. Donc les femmes qu'on entend souvent, elles ne sont pas très nombreuses, comme Seine Boussek Ferrailleur, comme Anna Mendy, si on prend l'exemple de Souci des femmes, comme la brave Sornadien de Touba. Donc vous allez voir, c'est des femmes qui défendent plus des préoccupations politiques que des préoccupations de femmes. Ça, c'est problématique. Et quand j'ai fait une... Mais ça prouve également qu'elles s'intéressent à la politique, voilà, comme les hommes. Mais si vous avez 20 auditeurs, Oui.
par émission. Et s'il y a 3 femmes, et toujours c'est les 3 femmes qui appellent. Les mêmes, pour dire la même chose. Ben, là aussi, ça nous pose problème quand même. Alors que c'est très intéressant, quand vous écoutez les émissions de divertissement, ben, là, il y a beaucoup de femmes qui appellent. Pour faire des dédicaces, des dédicaces qui tissent des liens. C'est comme s'il y a une parole tissant. Les femmes sont là comme des bâtisseuses sociales. Mais quand même, là, il m'est arrivé même de faire le constat dans Allo Docteur, même quand il s'agit de sujets qui touchent les femmes, je parle l'exemple du cancer entre autres, ce sont les maris qui appellent pour justement relayer le problème de leur épouse et autres. Quelque part, c'est un fait social, mais qui prend son origine justement dans la société profonde. Hein? C'est normal, parce que le patriarcat, qu'est-ce qu'il fait? Il combine de façon extraordinaire des facteurs qui font intérioriser aux femmes leur propre infériorité. Vous comprenez? Vous avez cité une très bonne émission, c'est Allo Docteur. Et moi, je l'écoute tous les mardis parce que ça m'intéresse. Quand un médecin ou une médecin est invité et que quand on parle de maladies qui touchent des femmes, il n'y a même pas de femmes qui appellent pour expliquer sa douleur. Elles appellent, mais elles ne sont pas nombreuses. Non, elles appellent, mais elles ne sont pas nombreuses. Mais j'ai écouté des émissions, par exemple, sur le cancer du sein, ou par exemple des douleurs mammaires. Et je vous dis, ces 2 émissions m'ont tellement intriguée parce que c'est le mari qui a appelé pour dire ma femme est assise à côté de moi. Elle me dit qu'elle a des douleurs ici. Et le médecin lui disait, mais donne-moi ta femme, elle va m'expliquer elle-même. Et le monsieur disait, elle est là, mais elle me dit de se dire c'est ici, c'est ici, c'est ici. Mais ça prouve quelque part aussi cette affection des hommes pour leur épouse et cette présence des hommes aussi. C'est bien la présence des hommes. Oui. C'est parfait l'affection que les hommes portent pour leurs épouses. Mais les femmes ont besoin de plus que ça. Les femmes ont besoin de s'exprimer par elles-mêmes. Ok? Ça, c'est vraiment l'idéologie. C'est pas un degré de complicité. Parfait. Mais le degré de complicité, on va le garder le soir, quand on va se coucher. Je crois que ça marchera mieux. Mais en attendant, pour nos propres problèmes, je crois que on peut être notre propre porte-parole. Oui. Vous avez parlé justement en soulignant l'actualité, le silence radio des femmes, vous avez parlé aussi d'écran. Vous dites écran d'invisibilité des femmes dans les écrans de télé. C'est ça. Oui. Parce que vous allez voir des femmes qui présentent des journaux. Vous allez voir dans des émissions destinées à un public féminin, il y aura des animatrices, etc. Mais quand c'est des émissions sérieuses, il n'y a pas de femmes. Par exemple, les émissions de grande écoute comme Objection. Il y a très peu de femmes qui sont invitées. Ok? Et c'est pas seulement Objection. Oui, elles viennent de plus en plus. Oui. Parce qu'elles sont pertinentes. Elles ont des choses à dire, au même titre que les hommes. C'est clair. Donc, vous voyez. Peut-être même plus. Et je suis tout à fait d'accord. Peut-être même plus et toujours plus d'ailleurs que les hommes. Bon, bref. Mais vous allez voir, si vous regardez des émissions de grande écoute, que ce soit à la radio, à la télévision, ou des émissions estampillées sérieuses, on ne les confie pas à des journalistes femmes. C'est très, très rare. Donc là aussi, c'est problématique. Nous prenons note. Parce que vous savez pourquoi? Les médias sont basés sur des curricula masculins. Et pendant très longtemps, ça a été un milieu très fermé pour les femmes. Et vous dites que c'est l'héritage qui nous suit? Oui, c'est l'héritage colonial, mais aussi qui a été... C'est devenu une pratique. C'est devenu une pratique, mais c'est parce que ça arrange, et ça a toujours arrangé les hommes qui ont dirigé ce pays. Vous comprenez? Parce que la République, elle est patriarcale. Donc, c'est cette République qu'on a hérité, ces institutions qui nous suivent et que nous aussi, qu'on essaie de mettre à la sauce locale et de les perpétuer. Parce que ça nous arrange. Vous l'avez constaté, vous l'avez démontré. Mais alors, comment inverser cette situation? C'est possible. Déjà, moi, je crois que le fait que les femmes aient accès aux mêmes sources de savoir que les hommes, c'est déjà un pas très, très important.
parce qu'on a vu que le fait de confiner les femmes, de les assigner à des places de façon très arbitraire, découle du fait que pendant très longtemps, les femmes n'ont pas eu accès aux mêmes sources de savoir. Je vous donne un exemple. Oui. Si vous prenez le primaire, l'école primaire, le cycle primaire, vous allez voir beaucoup de filles inscrites autant que de garçons. Plus vous avancez, vous allez au collège, vous allez voir vers la fin du cycle secondaire, le nombre de filles commence à baisser. On ne se pose pas la question. Mais c'est le moment où les filles se marient, sont données en mariage. Dans les zones rurales comme urbaines. Comme urbaines. Dans Moi, les je zones n'ai pas de comme préjugés urbaines par de plus rapport à en ça. plus, C'est ça. oui. J'ai pas de préjugés par rapport à ça. Ça peut être dans les zones urbaines, mais ça peut aussi être dans les zones rurales. Et vous allez voir, quand il s'agit de retirer un enfant de l'école, si nous avons une fille et un garçon, c'est la fille que nous allons retirer parce que la fille est plus utile à la maison. Si on a besoin d'aide à la maison, de prendre soin des personnes à la maison, forcément, c'est la fille que nous retirons de l'école. Et plus vous montez, vous allez au lycée, vous allez à l'université, vous allez voir le nombre de filles va baisser. Mais ça aussi, c'est un autre combat. Il faut donner la chance, la même chance aux filles et aux garçons dans notre société, dans notre pays, pour qu'ils puissent arriver au même point d'arrivée. Au même point d'arrivée, pardon. Vous comprenez? Oui. Il y a aussi le fait que pendant très longtemps, et jusqu'à présent, tous les pouvoirs pratiquement, à part tout ce qui n'est pas précaire, si c'est le pouvoir précaire et informel, ça c'est l'apanage des femmes. Mais tous les pouvoirs forts sont entre les mains des hommes. Je sais qu'on va me dire, oui, il y a des femmes aussi qui émergent. C'est bien des femmes qui émergent. Mais sur plus de 49% de la population, ben, s'il n'y a que 5% qui émergent, ça veut dire que nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Donc, il y a beaucoup de facteurs, je vous dis, que ce soit l'école, que ce soit la religion, la politique. Que ce soit la politique. Il y a beaucoup de facteurs combinés qui font que le processus d'avancement des femmes est entravé. On va peut-être à titre comparatif quelque part que dans les zones anglophones, c'est beaucoup plus dynamique que dans les zones francophones. Vous les entendez dire arrachons le pouvoir dans les zones anglophones, alors que dans les zones francophones, c'est encore, la complicité, l'accompagnement, la massification des partis politiques, oui. Êtes-vous allé jusqu'à faire ce constat? Parce que l'héritage de la politique coloniale, l'héritage assimilationniste de la politique coloniale nous met dans une situation d'attentisme. On attend, ok? Parce que on nous a tellement infériorisés, on nous a tellement pris comme des mineurs que nous-mêmes, on est arrivé à un moment où on se dit, on se croit incapable de réaliser des choses. Qu'est-ce que nous faisons? Regardez, avant l'indépendance, il y avait des femmes qui se sont battues pour la souveraineté nationale. Qu'est-ce qui est arrivé quand on a eu l'indépendance? Mais ces femmes, on les a demandé tout bonnement de retourner dans leur foyer. On a encadré leur pouvoir politique, leur participation. On l'a encadré dans le mouvement syndical, dans le mouvement politique, en leur donnant des commissions féminines. Elles avaient perdu leur voix, elles avaient perdu la parole. Vous avez la religion qui n'est jamais loin. L'interprétation conservatrice des religions fait de telle sorte que les femmes, dès qu'on prononce le mot, dès qu'on prononce que Dieu est là pour nous surveiller, etc., les femmes, elles s'arrêtent net là, on les stoppe. Vous comprenez? Et l'exemple que vous avez donné dans les pays anglo-saxons, c'est un contexte très très différent. Parce que déjà, si on regarde la colonisation, c'était un système de dominion où il y avait une certaine autonomie locale, alors qu'ici, il y avait une centralité du pouvoir. Hein? L'État colonisateur broyait tout. Et qu'est-ce qu'on a eu après l'indépendance? On a continué ce système, mais en mettant des femmes dans des mouvements féminins, dans des associations de femmes. Tout ce que les femmes faisaient, c'était la mobilisation, aide à la mobilisation. Tout ce que les femmes faisaient, c'était animer des meetings. Ok? Et pourtant, les femmes, elles ont une discipline pour s'inscrire sur les listes électorales. Elles ont une discipline pour aller voter qui ne date pas de la colonisation. Dans les royaumes aussi, hein, on a connu le rôle des lingers, hein, etc.
Mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait chez nous? Les femmes servent d'escalier aux hommes pour réussir en politique. Et Mariama Ba disait, toute réussite masculine est assise sur un succès féminin. Ça veut dire que c'est les femmes qui se sacrifient pour les hommes. C'est parce qu'on les éduque comme ça. On éduque les filles à rendre service aux autres. Quand je dis aux autres, c'est leurs frères, leurs pères, etc. dans la communauté. Et ce n'est pas le cas des garçons. On leur dit d'aller, comment on appelle ça, conquérir leur maturité à l'extérieur, d'aller compétir à l'extérieur, d'aller bâtir leur réussite professionnelle à l'extérieur. Et on s'étonne plus tard que les hommes soient plus leaders que les femmes dans notre société. Et les femmes qui risquent à prendre la parole pour revendiquer des droits, une égalité en droits et en responsabilité, elles sont taxées de féministes. Alors, venons-en à l'actualité avec les assises. Oui, les conclusions ont été rendues publiques en attendant bien sûr les décisions du chef de l'État sur le rapport qui lui sera soumis par le facilitateur. De ce point de vue, le code de la famille vous intéresse beaucoup. Ça a fait l'objet de discussions lors de ces assises. Avec le recul, quel entendement en faites-vous? Certainement des points sur lesquels vous aimeriez justement apporter votre éclairage. Parlez-nous-en, ce code de la famille. Honnêtement, je n'ai pas assisté aux assises, mais j'ai écouté les comptes rendus de la presse. Oui. Donc, et ce qui m'étonne fort, c'est que je n'ai pas entendu la réforme du code de la famille. Et je crois que si nous voulons une société qui prône la rupture, je crois qu'on doit commencer à revoir toutes ces dispositions qui sont défavorables aux femmes, qui sont dans un code qui a été voté par des hommes pour des hommes. Illustration. Ben, il y en a tellement que j'écrirai même une bibliothèque pour vous donner toutes les dispositions. Donc, je vais prendre par exemple le déni de paternité, par exemple la puissance maritale, la puissance paternelle. Vous êtes dans l'autorité du mari sur l'épouse dans le cadre du mariage. Vous n'avez pratiquement aucun droit sur vos enfants dans le cadre du mariage, alors que vous participez à l'entretien du ménage, alors que votre travail aussi contribue à la constitution du patrimoine familial, mais vous n'avez pratiquement aucun droit. Donc, vous avez besoin en tant que mère, pour déclarer votre enfant, d'avoir une procuration, même pour une chirurgie importante, vous avez besoin de l'autorisation du père. Quoi d'autre? Si vous voulez inscrire votre enfant, vous avez aussi besoin d'autorisation pour voyager, etc. Donc, c'est vraiment injuste quand même. Et il y a des dispositions comme ça. En cas d'inceste, l'enfant ne peut porter que le nom de la mère. Donc, il y a tellement de dispositions comme ça. Moi, j'ai vu des cas où c'est le frère ou c'est l'oncle de l'enfant qui va le déclarer parce que le papa a refusé de reconnaître son enfant. Ça, c'est problématique. Par exemple, vous prenez les femmes universitaires. Je vous donne juste un exemple comme ça qui m'est venu à l'esprit. Elles ne touchent pas d'allocation pour leurs enfants, contrairement à leurs collègues masculins à l'université. Parce que la puissance paternelle ne leur est pas déléguée. Donc, il faut que la puissance paternelle me soit déléguée pour que je puisse recevoir des allocations pour mon enfant comme si je ne travaille pas. Donc, vous comprenez? Il faut que ça soit en cas de veuvage, par exemple, si j'ai la garde des enfants. Donc, il y a tellement de dispositions comme ça dans le code de la famille. Si nous prenons l'abandon défavorable aux femmes dans le code de la famille. Mais est-ce que ce n'est pas finalement culturel plutôt que judiciaire? Ben ça veut juste dire le fait de prendre des lois d'ailleurs et de les plaquer ici. Ok? C'est des réalités. Vous prenez des lois d'ailleurs et de les plaquer dans notre société aux réalités différentes. Parce que les lois ne changent pas forcément la réalité sociologique d'un pays. Et quand vous parlez de ce qui est culturel, si c'était culturel, pourquoi on ne reconnaîtrait pas aujourd'hui la dissolution coutumière du mariage? Parce que c'est ce qui est plus en usage dans la pratique. Combien de femmes vont devant un juge pour demander un divorce judiciaire? Combien de femmes ont les moyens pour se présenter devant un juge pour demander un divorce? Combien de femmes sont même au courant que le divorce, il n'est que judiciaire? Donc, la plupart du temps, le monsieur te dit, maintenant, le se bat ñetti yoon, s'il y a un témoin, ben, c'est acté. Mais si le témoin se rétracte, on fait quoi?
Ou s'il te demande d'aller l'attendre chez tes parents, tu restes là-bas des années, il se remarie, etc. Parce qu'il a le droit. Il a le droit de disperser ses sentiments jusqu'à 4 épouses, comme le lui permet la loi. Mais la femme qui se remarie, ben, elle peut avoir des problèmes. Elle peut être accusée de bigamie. La femme peut se retrouver au tribunal. Elle peut même se retrouver en prison. Alors que si la femme est répudiée, il n'y a même pas de sanction. Pour rappeler tout simplement que le Code de la famille a fait l'objet de discussions lors de ces assises, on y reviendra certainement avec les décisions prises par le chef de l'État sur la base du rapport qui lui sera présenté. Dites-nous, finalement, le constat, il est fait, l'étude l'a révélé également, une réalité sociale, dites-vous, justement, eu allusion avec la mise en place du nouveau gouvernement. Oui, à ce niveau, que retenir? Ben, moi, je crois que le débat est vraiment ailleurs. Ok? En tant que femme, nous devons éviter la logique quantitative. C'est vrai qu'elle est intéressante, mais c'est pas parce que on nomme des femmes à des postes de visibilité, il y a plus de femmes que forcément la vie des femmes change. Peut-être en voyant plus de femmes, d'autres jeunes filles, d'autres femmes se diront « Ah, si elle est arrivée là, peut-être j'y serai un jour, peut-être je pourrai. » Ça, c'est motivant. Mais je crois qu'il y a des questions de fond. C'est également une question de justice également. C'est une question de justice également, d'équilibre. Surtout. Si nous constituons plus de 49% de la population, ça doit se refléter, par exemple, dans les politiques. Mais vous savez, vous êtes dans un pays où il n'y a même pas d'études sur les femmes. Il n'y a pas de données sur les femmes. Comment on peut mettre en place des politiques qui prennent en compte les préoccupations des femmes? C'est l'intérêt de corriger cette sous-représentation. Dans pas mal de secteurs. Dans tous les compartiments de la vie sociale, vous allez voir si ce n'est pas le domaine que j'appelle le domaine précaire ou informel, pratiquement les femmes sont sous-représentées partout. Vous êtes enseignante chercheuse. Oui. Alors, il y a aussi la formation comme paramètre, mais justement comme vecteur de formation des jeunes, qu'on soit homme ou femme. Mais dans justement cette formation, quel est votre rôle, vous, pour la promotion de la femme? En fait, moi j'enseigne par exemple dans un institut où pour accéder déjà aux enseignements, il faut passer par un concours. C'est une école de journalisme publique, nationale, qui est rattachée à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est le CESTI. Ok. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Que la plupart du temps, lors des inscriptions, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup aussi d'hommes, mais au final, les hommes parviennent à devenir majoritaires. Donc la question que je me suis posée, que je pose aux étudiants, moi je le dis, ce n'est pas une question d'intelligence, hein, c'est une question de préparation. Parce que c'est un concours qui porte beaucoup sur les questions d'actualité, sur la culture générale. Et les femmes ou les jeunes filles n'ont pas le temps de se préparer autant que les garçons, ne serait-ce que par les tâches domestiques qui leur incombent, ne serait-ce pas toutes les obligations sociales qui pèsent sur leurs épaules, ne serait-ce que les contraintes d'être femme ou jeune fille dans ce pays où tu ne peux pas, par exemple, après l'école, après tes cours, sortir, aller réviser avec tes camarades jusqu'à certaines heures. C'est pas possible. Ne serait-ce que pour des questions de sécurité, mais aussi de préjugés. Hein? Mais il y a tellement de facteurs qui freinent même les femmes dans les concours qu'au finish... Et pourtant, elles excellent dans les matières scientifiques de plus en plus. Bien sûr, elles sont bonnes. Pourquoi on dit elles excellent? Parce que pendant très longtemps, elles n'ont pas eu les mêmes conditions pour réussir. Maintenant qu'on leur donne les mêmes conditions, forcément, elles réussissent et elles arrivent même devant. Ça, c'est irréfutable. On leur donne les mêmes conditions, vous allez voir, les femmes seront toujours devant parce qu'elles ont été ostracisées pendant très longtemps. Et elles ont compris que dans ce pays, pour avoir une voix et des droits, il faut te battre 10 fois plus que les hommes. Oui. De plus en plus? Pas de plus en plus, ça a toujours été comme ça. Peut-être c'est devenu plus visible maintenant. Et justement, quelle est la clé de la réussite? Vous, par exemple, vous en êtes un exemple. Quel est le secret finalement? Ben, je ne sais pas s'il y a un secret, mais pour mon cas personnel, mon parcours, moi je crois que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que déjà, mon père me disait, parce que je protestais beaucoup,
J'ai toujours été une personne qui conteste tout. Et mon père me disait, si tu veux avoir une voix et des droits dans ce pays, il va falloir que tu te battes à l'école. Parce que je trouvais toujours que mes frères avaient plus, tout ce qui leur était permis m'était interdit. Et ça me révoltait déjà très tôt. À la maison même? À la maison, oui, oui. Mon père, il est enseignant, directeur d'école pendant presque 37 ans. Que Dieu ait son âme. Donc, il a sillonné le Sénégal. C'est ce qu'on appelle les soldats du savoir. Il a tout vu. Et quand je contestais, je disais, mais pourquoi mes frères, tout leur est permis et tout m'est interdit, tout nous est interdit, mes sœurs et moi. Et mon père, comme c'est moi qui contestais, il disait toujours, ma fille, si tu veux avoir une voix et des droits dans ce pays, il faut que tu étudies. Et j'ai suivi son conseil. J'ai suivi son conseil. Donc, j'aimerais que toutes les filles aient cette chance, hein, pas de suivre des conseils, mais aient cette possibilité. Finalement, l'acquisition de la connaissance de façon générale. Mais c'est une arme. Oui. Parce que le fait de dominer les femmes dans cette société, le fait de leur assigner des places arbitraires, le fait de les confiner quelque part, hein, c'est forcément parce que l'idéologie patriarcale a pu s'approprier les arcanes du savoir. Okay? Et le savoir est une arme que les femmes doivent s'approprier. Quelle que soit la forme de la formation. Ce n'est pas seulement l'école. Hein, ça peut être d'autres des formations alternatives. Donc c'est le savoir, l'acquisition du savoir, de la connaissance, se l'approprier, parce qu'à partir de ce moment, nous allons voir qu'il y a beaucoup de dispositions qui sont prises, il y a beaucoup de préjugés qui pèsent sur les épaules des femmes qui ne sont pas fondées. Il y a beaucoup d'obligations qu'on impose aux femmes qui n'ont aucun bon sens. Et vous avez parlé de sous-silence des femmes de façon générale, mais surtout dans l'espace médiatique. De ce point de vue également, comment inverser dans l'espace médiatique? Mais vous savez que l'espace médiatique n'est que le reflet de notre propre société. Ça, oui. Donc, on ne retrouve que la même configuration sociale. Donc, ce qu'on retrouve, c'est la sous-représentation, le silence des femmes, le silence médiatique des femmes découle de leur silence social, de leur silence dans la société. Et ce silence, finalement, ce silence, oui, est vecteur justement de nuisance des femmes? Je ne dirais pas de nuisance des femmes. Comment analysez-vous ce silence finalement? Est-ce que ce silence, oui, vous lui trouvez un qualificatif finalement? Ben, je trouve que c'est un silence qui a été construit par la société, par l'idéologie patriarcale, pour mieux soumettre les femmes. Pour aussi écarter les femmes du pouvoir, pour écarter les femmes de l'espace public ou de la sphère médiatique. Ce qui se passe dans les médias dépasse vraiment la sphère médiatique. C'est une question sociétale. C'est un enjeu politique. Et tant que nous, en tant que femmes, nous n'allons pas, et tous les hommes féministes, hein, parce que quand on parle de féministes, on croit forcément que c'est juste des femmes, mais c'est aussi des hommes. Les hommes, c'est quoi? Des hommes bienveillants. Le féminisme, c'est la bienveillance. C'est s'occuper de l'autre. Hein, c'est de la fraternité, c'est de l'amour, si vous voulez, avec un grand A. Tous les hommes et les femmes qui se sentent dans cette définition sont forcément féministes. Et bien justement, pour qu'une société soit, ça doit l'être avec les femmes, non? Bien sûr, sans les femmes, rien ne marche. C'est les petites mains qui construisent ce pays. Ce n'est pas les hommes. C'est les petites mains des femmes hein, qu'on ignore, qu'on occulte. Ce sont ces petites mains qui construisent ce pays au quotidien. Donc, ce besoin de transformation systémique, justement, faudrait-il, de ce point de vue aussi, une certaine rupture, non? Ou une totale rupture également à ce niveau? Une rupture vraiment radicale. Mais vous savez, ce qui est intéressant dans ce que nous sommes en train de faire, c'est que même si le nouveau régime prône la rupture, je ne crois pas que ça serait suffisant pour régler les problèmes des femmes.
Parce que si nous ne changeons pas d'imaginaire social sur la perception que nous avons des femmes ou sur la perception de la place des femmes dans notre société, nous ne pourrons jamais changer de mentalité. Alors, il sera encore question de combat, de lutte pour inverser totalement à ce niveau. Il faut que les femmes, quel est le dernier message? Il faut que les femmes s'approprient l'arène politique. Il faut qu'elles en fassent un lieu de libération. Il ne faut pas que les femmes aient peur d'incarner le leadership. Il faut qu'elles arrêtent de servir d'escalier aux hommes. Donc, justement, aller à bout de ce silence dont vous faites allusion. Oui, par l'engagement. Rompre ce silence. Par l'engagement politique et l'acquisition de savoir. Les canaux existent sur le plan médiatique. Oui. Que reste-t-il à faire? Mais l'engagement politique. Parce que comme je vous l'ai dit, les médias ne reflètent que notre propre société. L'engagement politique est vraiment l'antidote de cette sous-représentation des femmes dans les médias. Et comme je vous l'ai dit, cette sous-représentation dépasse la sphère médiatique. C'est une question de société, une question sociétale, un enjeu politique. Et oui, acquisition de savoir ne nuit jamais, au contraire, ça bonifie. Ça a été l'objet de ce débat de ce dimanche avec l'auteur de l'ouvrage intitulé « Femmes sous silence au Sénégal, une fabrique du patriarcat » signé Fatoumata Bernadette Sonko, enseignante, chercheuse au CESTI, Centre d'études des sciences et techniques de l'information. Je vous parlais du CESTI également, chargé de cours à l'UCAC, entendez, Université du Québec à Chicoutimi. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir. Certainement, on aura d'autres occasions. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Gardez l'écoute. Vous êtes sur la 98.5. Vous y êtes, vous y restez. Un grand bravo à l'équipe digitale, à la tête, à Alioune Badara Socé. Merci, au revoir. Et nous lui souhaitons un excellent Hajj. Oui, El Hadj Alioune Badara Socé. Merci, au revoir et à dimanche prochain. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si lu mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé